L'histoire des Romanov, dernière dynastie impériale de Russie, est un récit de grandeur, de chaos et de tragédie qui continue de hanter l'imaginaire collectif. Pendant près d'un siècle, le sort de la famille du tsar Nicolas II exécuté dans un sous-sol à Yekaterinbourg en 1918 a alimenté des rumeurs de survie, des imposteurs audacieux et des débats enflammés. Au cœur de ce mystère se trouve Anastasia, la plus jeune des grandes duchesses, dont le nom est devenu synonyme d'espoir, de fraude et de nostalgie. En 1920, une femme repêchée dans un canal berlinois, Anna Anderson, prétendit être Anastasia, déclenchant une saga judiciaire et culturelle qui dura des décennies. Des tombes furent découvertes, des os analysés, des ADN testés, et pourtant, l'Église orthodoxe russe résista à la science, tandis que des conspirationnistes refusaient d'abandonner le mythe. En 2007, une seconde sépulture mit fin aux spéculations, tous les Romanov étaient morts. Pas de survivants, pas de miracle, juste une vérité brutale. Comment une dynastie qui a façonné la Russie pendant 304 ans s'est-elle éteinte dans une nuit d'horreur? Pourquoi le mythe d'Anastasia persiste-t-il malgré les preuves? Et que nous dit cette histoire sur la manière dont nous façonnons la vérité? Plongeons dans l'ascension des Romanov, leur chute cataclysmique, et le long chemin vers la résolution d'un mystère qui refuse de mourir. L'ascension d'une dynastie, des ruines à l'empire. L'histoire des Romanov ne commence pas dans l'opulence des palais, mais dans les cendres d'une Russie déchirée. En 1613, le pays est à genoux. L'ère des troubles, une période de chaos politique, de famine, d'invasions polonaises et suédoises, et de luttes intestines a laissé la nation sans dirigeant. La dynastie des Rurikides, qui régnait depuis le IXe siècle, s'est éteinte avec la mort de Fédor Ier en 1598, un tsar fragile sans héritier. Les années suivantes sont marquées par des imposteurs, des boyards ambitieux et des armées étrangères pillant Moscou. Le peuple, affamé et épuisé, réclame un sauveur. C'est dans ce vide que surgit Mikhaïl Romanov, un adolescent de 16 ans, timide et reclus dans un monastère avec sa mère. Mikhaïl n'est pas un héros évident, mais il a un atout, il est le petit-neveu d'Anastasia Romanovna, première épouse d'Ivan le Terrible, ce qui lui confère une légitimité ténue. En mars 1613, le Zemski Sobor, une assemblée de nobles, de clercs et de citoyens, le choisit comme tsar. Sa mère, terrifiée, l'exhorte à refuser, mais elle cède, mieux vaut périr avec le peuple que le laisser périr sans toi. Mikhaïl accepte, devenant le premier Romanov à monter sur le trône. Ainsi commence une dynastie qui régnera pendant 304 ans, façonnant la Russie en un empire colossal. Les premiers Romanov luttent pour asseoir leur pouvoir. Les boyards intriguent, les révoltes paysannes éclatent, mais au fil du XVIIe siècle, la monarchie se solidifie. Pierre le Grand, 1682 à 1725, marque un tournant. Géant colérique, obsédé par la modernité, il voyage incognito en Europe, apprenant la construction navale à Amsterdam et les tactiques militaires à Londres. De retour, il impose des réformes brutales, une armée modernisée, une marine née de rien, et une nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, tournée vers l'Occident. La Russie devient une puissance européenne, mais à un coût, impôts écrasantes, conscription forcée, servage renforcé. Catherine la Grande, 1762 à 1796, une princesse allemande devenue impératrice par un coup d'État contre son mari Pierre III, pousse l'Empire encore plus loin. Diplomate rusée, elle conquiert la Crimée, annexe des territoires polonais et fait rayonner les arts. Mais son règne, malgré son éclat, repose sur un paradoxe, un discours éclairé et une réalité de répression. Le servage enchaîne des millions de paysans, et les inégalités s'aggravent, semant les graines de la révolte. Au XIXe siècle, la dynastie Romanov est à son apogée, régnant sur un empire s'étendant de la Baltique au Pacifique. Pourtant, les fissures apparaissent. Alexandre Ier, 1801 à 1825, triomphe contre Napoléon, mais sa mort mystérieuse en 1825 alimente des rumeurs d'abdication secrète. Nicolas Ier, 1825 à 1855, durcit l'autocratie, écrasant les décembristes, un groupe de réformateurs, et instaurant un État policier. À l'aube du XXe siècle, la Russie est un colosse aux pieds d'argile, riche, vaste, mais socialement arriérée, répressive et vulnérable aux idées révolutionnaires. Les marxistes, anarchistes et libéraux murmurent dans l'ombre. Les Romanov, ancrés dans l'autocratie et l'orthodoxie, refusent de voir l'orage approcher. Nicolas II, un tsar dépassé par l'histoire. En 1896, Nicolas II monte sur le trône à 28 ans. Doux, pieux, mais indécis, il n'est pas préparé à gouverner. Son couronnement tourne au désastre, à Kodinka, une fête populaire dégénère,
et 1389 personnes périssent piétinées. Nicolas, au lieu de visiter les victimes, assiste à un bal, gagnant le surnom de « Nicolas le Sanglant ». Son règne est une cascade d'erreurs. La guerre russo-japonaise, 1904 à 1905, se solde par une défaite humiliante, déclenchant la révolution de 1905. Grèves, mutineries et manifestations secouent l'Empire. Nicolas cède à contre-cœur une Douma, un parlement qu'il dissout dès qu'elle le défie. Sa vie personnelle n'est pas moins tumultueuse. Sa femme, Alexandra, petite fille de la reine Victoria, est impopulaire, perçue comme distante et trop allemande. Leur fils unique, Alexis, né en 1904, souffre d'hémophilie, une maladie incurable à l'époque. Alexandra se tourne vers Raspoutine, un mystique controversé, dont l'influence à la cour alimente scandale et méfiance. En 1914, la Première Guerre mondiale achève de déstabiliser l'Empire. La Russie, mal équipée, perd 1,7 million de soldats en 3 ans. Les civils meurent de faim. En 1915, Nicolas commet une erreur fatale, il prend le commandement de l'armée, laissant Alexandra et Raspoutine gérer l'intérieur. La monarchie s'effrite. En février 1917, Petrograd explose. Émeutes, grèves et mutineries forcent Nicolas à abdiquer le 15 mars. Il désigne son frère Mikhaïl comme successeur, mais celui-ci refuse. Pour la première fois depuis 1613, la Russie est sans tsar. Les Romanov, placés en résidence surveillée à Tsarskoïe Selo, puis à Tobolsk, espèrent l'exil. Le roi Georges V, cousin de Nicolas, promet initialement un refuge en Angleterre, mais sous la pression politique, il se rétracte. En octobre 1917, les bolcheviks s'emparent du pouvoir. Pour Lénine, les Romanov ne sont pas des exilés royaux, ils sont des symboles dangereux, capables de rallier les armées blanches anti-bolcheviques. Leur sort est scellé. Une nuit d'horreur, le massacre d'Iekaterinbourg. À l'été 1918, les Romanov sont prisonniers à Iekaterinbourg, dans une maison bourgeoise rebaptisée « maison à usage spécial ». Nicolas, Alexandra, leurs 5 enfants Olga, 22 ans, Tatiana, 21 ans, Maria, 19 ans, Anastasia, 17 ans, Alexis, 13 ans, et 4 domestiques vivent dans l'angoisse. Les fenêtres sont peintes, les rations réduites, les gardes hostiles. Alexis, affaibli par son hémophilie, peut à peine marcher. Alexandra, rongée par l'arthrite, prie sans relâche. Les filles cousent, lisent, tentent de préserver une routine. Mais dehors, l'étau se resserre. L'armée blanche approche d'Iekaterinbourg. Les bolcheviks, craignant un sauvetage, décident d'agir. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, Yakov Yourovski, commandant bolchevique, réveille la famille à 1h30. Prétextant un transfert pour échapper au combat, il les conduit au sous-sol. Nicolas porte Alexis, trop faible pour marcher. 2 chaises sont installées pour Alexandra et son fils. Yourovski entre avec 11 hommes armés. Il lit un décret, le soviet des Ourals vous a condamné à mort. Le chaos éclate. Nicolas, abattu en pleine poitrine, s'effondre. Alexandra et les domestiques tombent sous les balles. Mais les filles résistent, des diamants cousus dans leur corset dévient les tirs. La pièce, étroite et enfumée, devient un cauchemar. Les exécuteurs, paniqués, utilisent des baïonnettes. Olga est poignardée au visage, Maria abattue à bout portant. Anastasia, peut-être la dernière à vivre, gémit sous les coups. Le massacre, désordonné, dure plusieurs minutes. Les corps, mutilés, sont transportés dans la forêt de Kopsiaki. Pour effacer les traces, Yourovski ordonne une destruction brutale, essence, acide sulfurique, crosse de fusil. Les restes sont jetés dans une mine peu profonde, mais, mal dissimulés, ils sont déplacés. Alexis et une fille, Maria ou Anastasia, sont séparés, brûlés et enterrés ailleurs. Les bolcheviks annoncent la mort de Nicolas, mais taisent celle de la famille, prétendant qu'ils sont en sécurité. Ce mensonge alimente les rumeurs de survie. L'âge des imposteurs, Anna Anderson et le mythe d'Anastasia. Dans l'exil et le chaos de l'après-guerre, les rumeurs de survivants Romanov prolifèrent. En 1920, une femme est repêchée d'un canal à Berlin après une tentative de suicide. Silencieuse, fragile, elle refuse de donner son nom. Puis, elle affirme être Anastasia. Anna Anderson devient une énigme mondiale. Ses cicatrices, sa mémoire floue et sa connaissance de la cour impériale convainquent certains, Gleb Botkin, fils du médecin des Romanov,
et Ernst Ludwig, oncle d'Anastasia, la soutiennent. D'autres, comme la princesse Irina, nièce de Nicolas, la rejettent. L'affaire Anderson devient une saga judiciaire. De 1938 à 1970, les tribunaux allemands examinent son identité. Graphologues, anthropologues et témoins défilent. Anderson, installé aux États-Unis avec son mari excentrique Jacques Manahan, maintient sa revendication jusqu'à sa mort en 1984. En 1994, des tests ADN sur un échantillon de tissu révèlent la vérité, elle est Franziska Szankowska, une ouvrière polonaise souffrant de troubles mentaux. Son histoire, un mélange de désespoir et de délire, a pourtant captivé le monde, inspirant film Anastasia, 1956, avec Ingrid Bergman, livre et pièce. D'autres imposteurs émergent, faux Alexis, fausse Maria. Les cercles d'émigrés russes, les tabloïds et Hollywood alimentent le mythe. Pourquoi? Les Romanov incarnent une Russie perdue, un rêve d'empire face à la grisaille soviétique. Le mystère des corps absents Alexis et une fille nourrit l'espoir. La vérité par la science, les tombes de Kopsiaki. En 1979, deux historiens amateurs, Alexandre Avdonin et Geli Ryabov, localisent une sépulture près de Pixmido, à Yekaterinbourg, guidés par des récits de bolcheviks repentis. Ils trouvent 9 squelettes, mais la peur du KGB les force à les réenterrer. En 1991, après la chute de l'URSS, la tombe est exhumée. Les experts identifient Nicolas, Alexandra, 3 filles, Olga, Tatiana, Maria ou Anastasia, et les domestiques. Mais Alexis et une fille manquent, relançant les spéculations. En 2007, une seconde tombe, à 70 mètres, révèle 2 corps calcinés, un garçon de 12 à 15 ans et une fille de 15 à 19 ans. L'ADN mitochondrial, comparé à celui de la première tombe et de descendants vivants comme le prince Philippe, confirme, ce sont Alexis et, probablement, Maria. Les tests, menés par des laboratoires américains et russes, sont concluants à 99,9%. Tous les Romanov sont morts en 1918. Mais l'Église orthodoxe russe, qui a canonisé les Romanov en 2000 comme porteurs de passion, hésite. Invoquant des doutes sur la chaîne de custodie, elle refuse d'entériner les résultats. Des nationalistes russes et des conspirationnistes vont plus loin, les os seraient des faux, manipulés par l'Occident ou des forces anti-russes. Certains évoquent des exécutions rituelles, par des bolcheviks juifs ou une calomnie antisémite sans fondement. Vladimir Poutine, exploitant la nostalgie impériale, transforme les Romanov en symbole de la grandeur russe, tout en évitant d'embrasser pleinement la science. Un mythe qui refuse de mourir. En 2025, plus d'un siècle après le massacre, les Romanov restent un paradoxe. La science a parlé, tous sont morts, leurs os identifiés. Pourtant, l'Église tergiverse, des conspirationnistes persistent, et le mythe d'Anastasia fascine encore. Pourquoi? Parce que leur histoire touche une corde universelle, la perte d'un monde, la quête d'espoir dans le chaos. Anna Anderson n'a pas survécu à un massacre, elle a offert un rêve. Les Romanov, eux, n'ont pas eu de miracle. Leur fin aux balles, baïonnettes, acide est une tragédie brute, sans rédemption. Que nous dit cette histoire? Que la vérité, même prouvée, lutte contre la nostalgie. Que les mythes, même faux, ont un pouvoir immense. Et que la mémoire des Romanov, figée dans un sous-sol ensanglanté, continue de servir des agendas politiques, religieux et culturels. Croyez-vous que l'Église devrait reconnaître les restes? Anna Anderson était-elle une menteuse ou une rêveuse? Et si Anastasia avait survécu, qu'aurait-elle changé? Partagez vos réflexions en commentaire, likez si cette histoire vous a ému, et abonnez-vous pour d'autres récits où la vérité défie le mythe.